Donc, elle sera preneuse aussi du support. Voilà. Ça marche. Enfin, du support de l'enregistrement en tout cas. OK. Bonjour à Excusez-moi, tous. Oui. alors non, c'est bon. L'enregistrement il a commencé et la retranscription en même temps, hein, voilà. OK. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous sur ce webinaire, maladie, handicap, et emploi. Donc je vous présente le programme. Alors dans un premier temps, nous allons vous redonner quelques définitions de ce que recouvre la notion de handicap et vous rappeler un petit peu le contexte législatif de la question de l'emploi et du handicap en France, les grandes lois en fait qui ont jalonné, cette question depuis les 30 ou 40 dernières années. Et ensuite, donc, notre présentation va s'articuler autour de deux axes. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les dispositifs d'accompagnement pour les professionnels de la culture et notamment les artistes et techniciens du spectacle confrontés à des difficultés de santé qui ont bien entendu des répercussions au niveau de l'activité professionnelle. Donc, à la fois les dispositifs de droit commun et également les dispositifs d'accompagnement qui sont pilotés par audience. Et dans un second temps, on vous présentera les aides financières mobilisables et de la même façon, à la fois les aides financières liées au dispositif de droit commun et également celles que vous pouvez solliciter auprès d'audience. Et voilà, il y aura un temps d'échange à l'issue de ces présentations. Emma, je te laisse la parole. Voilà, il y a Guylaine qui nous dit sur le chat qu'elle serait intéressée également par l'enregistrement. J'étais en train de lire en fait. Hein. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Donc, on commence. Alors, au niveau de la diapo, Sarah, tu as partagé l'écran? Ah, vous ne le voyez pas? Pas pour le moment, en tout cas. Ah, parce que... Je vous le remets. Voilà, merci beaucoup, c'est parfait. Donc voilà, nous en fait, quand on parle d'handicap, il est vrai qu'on va partir sur une définition assez large par rapport à ce qu'on a l'habitude de considérer comme handicap d'habitude. La plupart d'entre nous, on va être sur une notion d'handicap assez cliché de la personne qui est en fauteuil roulant. Sauf qu'on sait que 80% des situations de handicap vont être caractérisées par le fait qu'ils soient invisibles, justement. De ce fait, on va partir sur une définition vraiment large où on va plutôt commencer à considérer donc quelqu'un en situation de handicap quand il y a tout simplement des limitations, des restrictions. Bien sûr, il faut qu'il y ait toujours des altérations conséquentes hein, pour que ça puisse constituer un empêchement dans la vie quotidienne ou professionnelle. Hein. Donc, c'est la loi de 2005 dont Sarah vous parlera un peu tout à l'heure qui nous permet en fait cette définition beaucoup plus large. Donc, selon donc, la fonction qui va être altérée, on va donc trouver plusieurs types de handicaps. Donc, on peut passer sur la diapo suivante, donc avec la possibilité de voir plusieurs catégories de handicap. Donc, on va parler de handicap, par exemple, moteur, quand il y aura quelque chose qui est touché du style les os, les muscles, ou encore, on ne pense pas assez souvent le système nerveux. Donc, c'est là où on va avoir, par exemple, des hernies, comme on disait en fait tout à l'heure. Quelqu'un parmi les participants a- euh, a fait en fait référence aux hernies, de problèmes de dos, des troubles musculo-squelettiques, etc. Par la suite, on peut bien sûr parler du handicap sensoriel quand il y a un des sens qui est touché. Donc, ça peut toujours être lié au temps qui passe, à une maladie. Il y a parfois des maladies qui touchent plusieurs aspects, dont cet aspect sensoriel. Et donc, on va avoir des problèmes majoritairement de type auditif ou de type donc de personnes qui vont être donc malvoyantes, par exemple. Alors, par la suite, on a bien sûr le handicap mental et le handicap psychique. Donc, le handicap mental, donc, qui fait plus référence à tout ce qui va être, par exemple, des fonctions intellectuelles et cognitives, hein, donc, comme par exemple le langage, la mémoire. Voilà, hein, ça sera ce type de
retard. Il peut y avoir un retard, il peut y avoir des fonctions qui peuvent être altérées du fait d'un accident aussi, par exemple. Là, on n'y pense pas assez souvent. Hein, voilà, le traumatisme crânien, ça peut être un autre exemple là-dessus, ou alors tout ce qui est les troubles qu'on appelle DIS, la dyslexie, la dyspraxie, etc. Et à faire donc une différence quand même avec le handicap psychique qui fait plutôt référence à tout ce qui est comportement. Et donc là, on va avoir de maladies du type schizophrénie, du type dépression, le burn-out également, on va l'intégrer là-dedans pour prendre en compte en fait les fonctions intellectuelles et ou comportementales qui sont donc touchées en fait. Hein. Et puis on a, voilà, donc on revient sur cette notion de handicap invisible à travers justement les maladies invalidantes. Parce que effectivement, ce sont des fonctions qui vont être touchées, qui vont être très touchées, qui vont empêcher de travailler, qui vont empêcher des gestes de la vie quotidienne et qui en même temps, voilà, tout reste invisible. Donc, je vous défie par exemple de voir, de pouvoir percevoir comme ça, de l'extérieur, quelqu'un qui a un cancer ou qui a eu un cancer, ou alors un diabète, ou alors sclérose en plaques, quand il n'y a pas les conséquences motrices, par exemple. Hein. Donc, voilà, les conséquences peuvent être effectivement importantes, mais ça ne se voit pas. Voilà. Sarah, je te laisse voir pour la suite. Alors, on voulait un peu vous rappeler le contexte législatif. En fait, en France, il y a eu 3 grandes lois qui ont jalonné la question de l'emploi et du handicap en France. C'est donc la première loi, la loi du 10 juillet 87, qui est en fait la première loi qui fixe cette fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qui fixe en fait pour toutes les entreprises de plus de 20 salariés et plus une obligation d'emploi de 6% de l'effectif total de travailleurs en situation de handicap. Et dans le cadre de cette première loi, en fait, il y a différents moyens pour remplir cette obligation d'emploi. Donc, soit recruter directement des personnes que l'on appelle bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. C'est-à-dire, ce qui est important là, on vous l'expliquera ensuite, c'est que ce n'est pas le fait d'avoir une problématique de santé qui fait que vous êtes bénéficiaire de cette obligation d'emploi. Il faut vraiment qu'il y ait une reconnaissance administrative qui passe par différents statuts qu'on vous présentera plus tard. Donc, pour remplir cette obligation, donc soit recruter directement, soit maintenir en emploi. Donc, le maintien dans l'emploi, ça, c'est plus par rapport à une entreprise qui aurait déjà au sein de ses effectifs un collaborateur qui déclarait une problématique de santé en cours de carrière. Un moyen également de remplir cette obligation d'emploi, c'est de faire appel à ce qu'on appelle le secteur du travail protégé adapté. En fait, il existe 2 types de structures, ce qu'on appelle les entreprises adaptées et les ESAT, qui sont en fait des structures qui, du fait de leur structuration et de leur financement, ont au sein de leur effectif au moins, alors pour les entreprises adaptées, c'est 50% de travailleurs handicapés et au sein des ESAT, c'est 100%. Donc, pour une entreprise qui ne pourrait pas, du fait de son organisation, alors c'est notamment le cas dans les entreprises qui relèvent du secteur culturel, qui ont très peu de permanents et qui peuvent en fait atteindre cette obligation d'emploi à partir de 20 salariés parce qu'ils embauchent énormément d'artistes et techniciens du spectacle. Donc, c'est compliqué pour ces entreprises de recruter ou de maintenir en emploi parce qu'il y a peu de permanents et nous, on constate que il y a peu d'artistes et techniciens du spectacle qui se déclarent en situation de handicap. Donc, on vous expliquera ensuite voilà, ce qu'on a mis en place pour aider les professionnels du secteur qui rencontrent des difficultés de santé. Et du coup, voilà, si on ne peut pas faire appel à de l'emploi direct, du coup, on peut sous-traiter une partie de ces activités. Alors, ça peut être des activités très généralistes, du traiteur, de la restauration, du jardinage, du nettoyage, mais on a aussi pu identifier ce qu'on appelle des activités plus cœur de métier qui pourraient intéresser les entreprises de nos secteurs. Par exemple, pour tout ce qui est spectacle vivant, ça peut être du nettoyage de costumes, ça peut être de la construction de décors. Pour les entreprises qui relèveraient plutôt du cinéma ou de l'audiovisuel, on a identifié des entreprises adaptées qui faisaient de la traduction de synopsis, du sous-titrage, du doublage, voilà.
Un moyen également de remplir cette obligation d'emploi, c'est d'être en convention ou en accord avec l'AGEFIP. Donc, en fait, c'est cette loi, peut-être que vous avez entendu parler de l'AGEFIP, c'est cette première loi de 87 qui pose également la création de l'AGEFIP. Donc, l'AGEFIP, en fait, c'est l'organisme collecteur des fonds destinés à l'insertion des travailleurs handicapés. C'est-à-dire que les entreprises qui ne parviennent pas à remplir leur taux d'emploi de 6%, vont reverser en fait une contribution auprès de l'AGEFIP. Donc l'AGEFIP collecte ces contributions et ensuite finance différentes actions pour les professionnels qui ont une reconnaissance administrative de leur situation de santé. Donc ça, c'est vraiment la première loi qui pose ce cadre. La loi de 2005 va plus loin, alors en précisant la notion de handicap, donc c'est la définition que vous a donnée Emma. C'est cette loi aussi qui pose aussi la question de la compensation du handicap. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une situation de santé avec des répercussions au niveau de l'activité professionnelle. Mais dans le cadre de cette loi, on pose le fait que si on aménage et on compense la situation de handicap, il y a des solutions possibles et il y a des possibilités éventuellement de continuer son activité professionnelle. Et c'est dans le cadre de cette loi aussi qu'on ajoute la notion de maladie invalidante et de handicap invisible, qui n'était pas présente dans la précédente loi. Et dans le cadre de cette loi également, on renforce le montant de la contribution pour les entreprises qui n'ont mis en place aucune action sur le handicap. Pour faire simple, une entreprise qui aurait 20 salariés en équivalent temps plein devrait embaucher un travailleur en situation de handicap. Si elle ne le fait pas, il y a une contribution du coup qui est reversée auprès de la l'AGEFIP qui est à peu près à hauteur de 4 000 €. Sauf que si une entreprise ne met en place aucune action sur les, je crois que c'est les 4 ou 5 dernières années parce que ça a changé au niveau de la réforme, là, en fait, on va parler d'une surcontribution. Et du coup, le montant de la contribution va être beaucoup plus élevé. Et la dernière réforme, vous en avez peut-être entendu parler, qui est liée à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, réforme en fait l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et là, il y a vraiment une mise en avant de tout ce qui est emploi direct. Alors, on peut toujours faire appel à la sous-traitance et le montant des actions qui vont être mises en place auprès des entreprises adaptées et des ESAT va venir en fait maintenant en déduction du montant de la contribution. Alors, cette réforme, en fait, elle visait également à avoir une vision plus réelle de l'emploi des travailleurs handicapés en France. Parce qu'en fait, avant cette réforme, uniquement les entreprises de plus de 20 salariés, avaient cette obligation d'emploi. Ça, c'est resté. C'est toujours les entreprises de plus de 20 salariés. Mais c'était également les entreprises de plus de 20 salariés qui déclaraient leur effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. En fait, dans le cadre de cette réforme, toutes les entreprises, parce qu'en fait, on constate qu'il y a également des entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi, mais qui ont au sein de leur effectif des travailleurs handicapés. Donc, c'était vraiment pour avoir une vision plus précise de où sont, dans quel type de secteur travaillent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie, sur la loi, sur les définitions qu'on a pu vous donner ou on continue à vous présenter les dispositifs d'accompagnement? Moi, j'avais une question, mais après, je regarde si... oui, non, je voulais juste savoir si on avait des données un peu dans notre secteur pour savoir la répartition entre les personnes qui respectent l'obligation à travers l'embauche directe et puis ceux qui payent la contribution, quoi. Oui, alors on avait des données. Alors en fait, on anticipe un peu sur la suite, mais quand on a mis en place la mission handicap de la branche de la production audiovisuelle, donc la mission handicap dans le secteur de la culture, il y a une étude qui avait été faite par un cabinet et on avait constaté que le taux d'emploi, alors là, c'était vraiment spécifique à la branche de l'audiovisuel, était faible et plus faible que dans l'ensemble des entreprises en France. En fait, ces données-là, c'est l'AGEFIP, du coup, qui jusqu'à présent, avant la réforme de 2020, qui collectait les informations des entreprises et qui collectait les contributions de l'AGEFIP. Et du coup, ils avaient à peu près un visu sur la répartition sur ces questions-là. En fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais depuis 2020, c'est l'URSSAF qui va récolter les données au travers de la DSN. Et du coup, parce que là, justement, on a eu une réunion bilan avec l'AGEFIP, je pense qu'il y a tout le temps que les choses se mettent en place, avec tous les décalages qui peuvent être liés à la DSN. Donc, pour l'instant, c'est plus flou. En tout cas, on sait que globalement,
Dans le secteur de la culture, après, hein, il y a des différences en fonction des secteurs, mais que le taux d'emploi de travailleurs handicapés est plus faible que dans l'ensemble des entreprises en France. Et il y a tout un travail, voilà, justement, il y a toute une réflexion qui a été mise en place depuis un certain nombre d'années et qui aboutit voilà, au dispositif dont on va vous parler. Ok, merci. Il y a d'autres questions? Je continue. Vous avez accès au chat, parce que comme je n'ai pas accès, il n'y a pas de questions au travers du chat. Non, pas pour l'instant. Ok. Alors, les dispositifs d'accompagnement. Alors, on voulait vous présenter en fait un dispositif qui est vraiment spécifique pour les professionnels de nos secteurs, pour qui la question de la santé constitue un frein sur le retour à l'emploi ou le maintien dans l'emploi. Donc, c'est vraiment un accompagnement qu'on a qualifié à 360 degrés parce qu'il est vraiment global. Il prend en compte à la fois votre situation sociale, financière, médicale, administrative et bien sûr professionnelle, le but étant le retour ou le maintien dans l'emploi. Ces accompagnements, ils existent depuis 2014. On a accompagné à peu près 900 professionnels du secteur de la culture sur ces questions-là. Donc concrètement, on accompagne dans la mise en place de l'obtention du statut de travailleur handicapé auprès de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, parce qu'on constate que le dossier n'est pas vraiment adapté aux spécificités de nos professionnels. Et en fait, on constate aussi beaucoup que les professionnels de nos secteurs sont très peu informés des dispositifs qui existent. Donc vraiment, cet accompagnement vise, déjà dans un premier temps, à donner de l'information sur tous les dispositifs. Donc ça peut être le statut de travailleur handicapé, ça peut être les pensions d'invalidité dont on va également vous parler, de la sécurité sociale, ça peut être les allocations de la MDPH. Donc il y a vraiment un premier niveau d'information. Et ensuite, voilà, si vous le souhaitez, on peut concrètement vous accompagner dans la mise en place des démarches. Lorsqu'on constate qu'il y a des difficultés financières, ce qui peut être le cas là, l'une d'entre vous a indiqué que vous ne vous étiez pas mise en arrêt parce que du coup, vous n'étiez pas éligible, enfin, vous ne remplissiez pas les critères d'éligibilité pour avoir accès aux indemnités journalières de la Sécu. Du coup, du fait de votre situation de santé, vous ne pouvez pas travailler. 2, vous, entre guillemets, vous mangez vos allocations d'aide au retour à l'emploi et vous savez que du coup, vous n'allez pas pouvoir renouveler votre statut. Donc, en cas de difficulté financière, on fait le lien du coup avec le service d'action sociale dont Emma va vous parler un peu plus tard. Et lorsqu'on se rend compte en fait que du fait de votre difficulté de santé, on a des doutes sur vos capacités physique ou psychique à continuer votre activité. On travaille en fait avec un réseau de partenaires, donc notamment la médecine du travail, donc ex-CMB Santé au travail qui s'appelle maintenant Tali Santé. Et en fait, au sein de Tali Santé, il existe une plateforme, ce qu'on appelle c'est une plateforme de prévention de la désinsertion professionnelle avec un médecin du travail spécialisé sur les questions de handicap, une psychologue ergonome, une assistante sociale, une infirmière. Et du coup, on s'appuie beaucoup sur leur expertise pour voir si le professionnel peut continuer à exercer son activité ou pas et être aidé à identifier, justement, je vous ai parlé de compensation du handicap, être aidé à identifier les besoins en termes de compensation du handicap. Je ne sais pas, je pense à un chargé de production qui avait des gros troubles visuels et du fait de ses problèmes visuels, il avait une mauvaise posture en fait sur son poste de travail. La psychologue ergonome de Tali Santé a pu réaliser une étude de poste, a fait des préconisations sur notamment un bureau adapté, des logiciels adaptés, a fait aussi des préconisations en termes de posture, des préconisations posturales, avec un certain nombre de choses à mettre en place. Et donc, on a pu accompagner ce bénéficiaire pour mobiliser les aides, auprès de l'AGEFIP, parce que Emma va vous expliquer en quoi l'AGEFIP peut aider aussi en cas de difficultés de santé en lien avec l'activité professionnelle. Et au niveau de l'action sociale, on a pu aussi cofinancer l'aménagement du poste de travail.
Donc voilà, tout ce réseau de partenaires, donc Tali Santé, Cap Emploi, ça je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Cap Emploi, en fait, c'est l'équivalent de Pôle Emploi, mais pour les demandeurs d'emploi qui ont une reconnaissance administrative de leur situation de santé. Donc Cap Emploi propose aussi des prestations d'évaluation spécifiques en lien avec la situation de santé. Il y a par exemple des prestations spécifiques en lien avec le handicap auditif, en lien avec le handicap psychique, en lien avec le handicap visuel. Bien sûr, en lien avec l'AFDA sur toutes les questions de formation. Et Pôle emploi qui a, alors dans certaines agences Pôle emploi se sont rapprochées des Cap emploi. Donc, alors soit au sein de Pôle emploi, il existe toujours un référent handicap, soit dans certaines agences, en fait, il y a un référent Cap emploi qui a intégré l'agence Pôle emploi. Et donc, on s'appuie sur tout ce réseau de partenaires si besoin d'être accompagné sur l'élaboration d'un projet qui soit plus en adéquation avec votre situation de santé. Alors notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là j'ai cru comprendre que vous étiez en contact ou vous étiez artiste et technicien du spectacle. L'AFDAS propose une nouvelle prestation d'accompagnement qui s'appelle l'appui conseil carrière, qui est gratuite en fait pour les artistes et techniciens du spectacle, qui est un accompagnement assez soutenu pour vous aider à identifier soit un élargissement de vos compétences, soit éventuellement un projet de reconversion, mais qui resterait quand même dans le secteur de la culture. Excusez-moi, Oui. j'ai pas bien entendu, ça s'appelle comment? L'appui conseil carrière intermittent. L'appui conseil carrière, merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est si vous envisagez éventuellement quand même de rester dans le secteur culturel. Si vraiment il n'y a pas de piste du tout par rapport à une réorientation possible, il y a d'autres dispositifs, notamment le bilan de compétences, qui là est finançable au travers de votre CPF, le compte personnel de formation, où là c'est vraiment un accompagnement soutenu, c'est 24 heures d'entretien pour vous aider vraiment à identifier vos compétences au travers de toutes vos expériences professionnelles, personnelles, extra-professionnelles, et vous aider à mettre en place un projet plus en adéquation avec votre problématique de santé, sachant qu'il y a des cabinets de bilan de compétences qui ont quand même l'habitude d'accompagner sur ces questions-là de santé et handicap. Donc voilà pour l'accompagnement global que nous proposons, qui s'appuie sur ce réseau de partenaires. Alors, on voulait vous faire un focus sur cette fameuse RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Donc, comme je vous l'ai indiqué, ce n'est pas le fait d'avoir une problématique de santé qui vous donne accès notamment aux aides de la GFIP ou qui permet ensuite aux entreprises de justifier auprès notamment de la GFIP des actions qu'elles ont pu mettre en place et du nombre de leurs salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, c'est une démarche qui est personnelle et confidentielle, c'est-à-dire que vous effectuez la demande auprès de la MDPH, donc un dossier qui est en deux parties, donc une partie administrative, et c'est là qu'on peut vous accompagner sur ce dossier-là, une partie médicale qui est à faire remplir par votre médecin spécialiste, votre médecin traitant, et sachant qu'au travers de la médecine du travail, en cas vraiment de risque d'inaptitude, il peut y avoir une procédure accélérée de la part du médecin du travail pour avoir un retour un peu plus rapide de la MDPH, parce qu'il faut savoir que les délais pour obtenir ce statut, alors après ça dépend un peu de vos départements, par exemple sur Paris, en moyenne il y a 9 mois pour obtenir la décision de la commission. Donc vous déposez la demande auprès de la MDPH, il y a une commission qui va statuer au travers soit uniquement au travers du dossier que vous allez transmettre, soit parfois vous pouvez être convoqué pour une visite médicale. Et en fonction de votre situation de santé, ce statut va vous être attribué. Et vous serez en fait l'unique destinataire de la décision. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que, c'est vrai que nous, on constate dans le cadre de nos accompagnements beaucoup de réticence de la part des professionnels du secteur pour enclencher cette démarche, de peur que ça se sache en fait au niveau des employeurs et de perdre un petit peu le réseau. Alors, il faut savoir qu'une fois que vous avez le retour de la MDPH, si vous ne voulez pas le communiquer auprès de vos employeurs, il n'y a aucune obligation. Et vous pouvez le faire valoir, par exemple, pour bénéficier des aides de la GFIP, notamment, par exemple, sur du financement ou du cofinancement de formation. Et après, c'est vous vraiment qui êtes le destinataire de cette décision et aucune obligation d'en parler.
Mais par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas cette reconnaissance, vous ne pourrez pas mobiliser les aides de la GFIP dont Emma va vous parler un petit peu plus tard. Alors, on voulait également vous parler d'un dispositif qui est spécifique pour les artistes et techniciens du spectacle, qui s'appelle le Fonds de professionnalisation et de solidarité. Alors, ce dispositif-là n'est pas spécifique pour les professionnels du secteur avec des difficultés de santé, mais c'est en fait dans le cadre de ce dispositif qu'on a constaté qu'un certain nombre de professionnels nous contactaient du fait d'un ralentissement professionnel qui était lié en effet à une situation de santé qui commençait à se dégrader et qui faisait que voilà, le professionnel avait de plus en plus de mal à rechercher ses cachets, à réaliser ses contrats, etc. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis 2008, qui est financé par le ministère de la Culture et mis en place opérationnellement par Audience. Donc, on s'adresse à des professionnels confirmés, c'est-à-dire il faut justifier d'au moins 5 ans d'indemnisation sur les 10 dernières années, même de façon discontinue. Et ça, c'est important, même si au moment où vous nous contactez, il y a une perte du régime d'indemnisation. Alors, il y a 3 grandes étapes dans ce dispositif. Il y a un premier entretien, donc vous avez le numéro de téléphone. Si vous le souhaitez, on pourra vous faire parvenir le support, hein. Donc, il y a un premier entretien de diagnostic avec une conseillère du dispositif qui vise à vérifier que vous êtes bien éligible, c'est-à-dire que vous justifiez bien de ces 5 périodes d'indemnisation sur les 10 dernières années et surtout que votre projet professionnel est bien défini. Alors, je vous ai indiqué là un petit peu avant que voilà, on pouvait vous accompagner dans la structuration de votre projet en lien avec un réseau de partenaires, donc par exemple l'appui conseil carrière pour les intermittents, le bilan de compétences. Mais nous, dans le cadre du Fonds de Pro, on intervient en fait quand votre projet professionnel est déjà défini. Donc, ce premier entretien diagnostic vise à définir justement là où vous en êtes par rapport à votre situation professionnelle. Et s'il y a besoin de structurer un peu plus les choses, de vous orienter vers les dispositifs qu'on appelle de droit commun, donc l'AFDAS. Pôle emploi aussi propose des accompagnements spécialisés pour vous aider à élaborer votre projet professionnel ou un bilan de compétences. Et dès lors que votre projet professionnel est structuré, on peut vous orienter vers la deuxième étape du parcours, qui est vraiment de l'accompagnement professionnel, c'est-à-dire des entretiens qui sont réalisés soit par des consultants vraiment spécialisés dans le secteur, si votre projet est de continuer votre activité, soit auprès de cabinets plus généralistes, si vous êtes dans une dynamique, une démarche de reconversion professionnelle, mais en sachant, je vous le rappelle, qu'il faut vraiment que votre projet soit bien clarifié. Et à l'issue de cet accompagnement-là, si le projet est bien validé par le consultant, vous pouvez avoir accès à des aides financières qui sont bien sûr en lien avec vos ressources. Ce sont des aides sociales. Alors notamment, il existe toute une série d'aides qui tournent autour des outils de communication. Ça peut être un site internet, ça peut être la captation d'un spectacle, ça peut être une bande démo. Il existe également une aide autour de l'acquisition de logiciels professionnels. Donc, ça peut être pour un musicien une aide sur de la MAO. Pour un technicien lumière, ça peut être une aide sur un logiciel spécifique lumière. Il existe également une aide qui concerne des soins de santé nécessaires et indispensables à l'exercice du métier qui tourne en fait autour de 3 types d'aides, donc des soins dentaires, optiques et auditifs. Et il existe également une aide à ce qu'on appelle une aide alimentaire pendant la formation. C'est-à-dire que si vous suivez une formation qui est financée intégralement, donc ça peut être un financement AFDAS, AGFIP, Pôle emploi, mais que vous n'êtes pas rémunéré pendant la durée de la formation, on peut intervenir. Donc ça, c'est vraiment les aides pour les professionnels qui restent plutôt dans leur secteur d'activité. Et on a aussi des aides pour les personnes qui seraient sur un projet de reconversion, car soumises à un CDD de plus de 6 mois ou un CDI. Donc, c'est des aides qui concernent la mobilité professionnelle et c'est notamment une aide aux frais de déplacement et de déménagement pour des raisons professionnelles. Donc là, vous avez le numéro de téléphone du fonds de professionnalisation et le site internet qui présente toutes les étapes du dispositif et qui présente de façon détaillée les différentes aides, les différentes aides financières. Et donc, en fait, c'était dans le cadre du fonds de professionnalisation, on accompagne à peu près 2000 artistes et techniciens intermittents par an, dont un certain nombre rencontrent des problématiques de santé. Et c'est à partir de ces constats-là qu'on a mis en place les accompagnements dont je vous ai parlé, les accompagnements à 360 degrés depuis 2014. Et voilà, avant de laisser la parole à Emma, on voulait également bien sûr vous présenter la mission handicap du spectacle vivant et enregistré,
Donc, je vous ai dit un petit peu au préalable on a piloté la première mission handicap spécifique au secteur de la culture, qui était la mission handicap de la branche de la production audiovisuelle entre 2017 et 2020, qui partait de différents constats que je vous ai déjà cités, que peu d'artistes et techniciens se déclaraient en situation de handicap, qu'il y avait une méconnaissance de la part de nos professionnels des dispositifs existants, et même une fois informés, de fortes réticences, de peur de perdre le réseau, de perdre des contacts, etc. Donc ça, c'était les constats du côté des salariés. Et en parallèle, on constatait que les entreprises du secteur, du fait que peu de professionnels se déclaraient en situation de handicap, forcément, en miroir, les entreprises avaient du mal à remplir leurs obligations d'emploi. Et même certaines entreprises qui souhaitaient recruter des travailleurs en situation de handicap ne savaient pas du coup vers quelle structure se tourner. Donc, première mission handicap 2017-2020, et depuis 1er septembre 2020, en fait, la mission handicap s'est élargie et intègre de nouveaux champs, de nouveaux secteurs professionnels. Donc, toujours la production audiovisuelle, mais se sont rajoutés le cinéma, dont les films d'animation, tous les secteurs du spectacle vivant, donc théâtre, opéra, danse, le secteur de la radio et les prestataires techniques, spectacle vivant et enregistré, et l'édition musicale également. Je sais pas, oui, on n'a peut-être pas tout cité. Donc, dans le cadre de cette mission handicap, on propose toujours les accompagnements à 360 degrés dédiés aux professionnels. Donc, accompagnement sur les démarches, réflexion sur le projet professionnel, sécurisation de la situation financière, bien sûr en lien avec le service d'action sociale. Et en parallèle, en fait, vraiment, la particularité de la mission handicap, c'est qu'on accompagne également les entreprises de ces secteurs-là sur toutes les questions liées à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. C'est pour ça que c'était important qu'on cible un petit peu votre demande au début de ce webinaire, pour savoir si vous étiez plus côté employeur ou plus côté salarié. Donc, on a accompagné par exemple un certain nombre d'entreprises, dont le Festival d'Avignon. Là, on accompagne aussi le Festival d'Aix sur leur politique emploi-handicap. Donc maintenant, dès qu'ils ont une offre d'emploi, ils nous la font parvenir. Et donc, du coup, on peut faire des mises en relation entre les professionnels qu'on accompagne et les besoins et les demandes des entreprises. Par rapport aux entreprises, on propose également des actions de sensibilisation, un peu comme celle qu'on vous propose aujourd'hui, mais du coup, alors en mettant plus, on souligne un peu plus du coup les actions en lien avec les besoins des entreprises. Voilà, donc à partir du moment où une entreprise a une question en lien avec son obligation d'emploi, que ce soit au niveau de la déclaration, au niveau de la DSN, mais aussi par rapport à des actions à mettre en place en termes de sensibilisation, de formation. On a également un collègue, Pascal Parsa, qui est expert sur toutes les questions d'accessibilité. Donc, accessibilité des lieux, accessibilité des contenus, accessibilité des œuvres. Donc voilà, c'est aussi vraiment un accompagnement global qu'on propose aux entreprises, qui est gratuit en fait. Enfin, gratuit, c'est-à-dire financé en fait au travers des cotisations qui sont versées par les entreprises de ces secteurs-là auprès de l'AGEFIP. Pareil, vous avez les coordonnées téléphoniques et le mail de la mission handicap. Voilà. Avez-vous des questions sur cette partie assez conséquente? Alors, entre-temps, on a eu des personnes qui se sont manifestées pour avoir le support, D'accord. l'enregistrement. Par contre, je ne sais pas comment on pourrait accéder à vos mails, par exemple, pour qu'on puisse vous communiquer, bien sûr, les éléments. Peut-être Guylain, vous les mais- avez? Ok. ouais, Super. ouais. Super. Donc, On vous l'enverra, vous l'enverra, Guylain, et puis vous pourrez le transmettre. D'accord, pas de souci. Vous n'avez pas de questions sur les différents dispositifs? J'ai été très claire. On continue. Voilà, donc je prends un peu le relais avec les soutiens financiers pour présenter un petit panorama des différentes allocations, indemnités, aides, compensations diverses et variées financières qui peuvent exister donc à ce jour. Et je commencerai donc tout simplement par l'allocation adulte handicapé. Et donc, l'allocation adulte handicapé donc, est réévaluée chaque année. Donc, à ce jour, elle est à 956 €. Alors,
Ce n'est pas une aide qui est automatique dès qu'on a en fait la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il faut avoir un taux d'incapacité donc fixé à plus de 80%. Et il faut aussi voir comment se présentent les ressources financières de la personne qui fait la demande. Parce que parfois, effectivement, on peut avoir le taux d'incapacité de plus de 80%, mais quand on a des revenus, effectivement, l'État ne va pas attribuer ce minima social, en fait. La demande, elle s'est faite par la personne donc elle-même qui fait le dossier RQTH, de reconnaissance donc de qualité de travailleur handicapé. Et donc, il y a tout simplement sur une des pages une case à cocher donc pour demander cette aide-là. Pardon. Alors, ensuite, on va passer un peu sur une question qui travaille beaucoup de monde, surtout en fait les intermittents. C'est la question des indemnités journalières de la sécurité sociale. Hein. C'est-à-dire, je suis en arrêt maladie, mais est-ce que je peux avoir pendant mon arrêt maladie un revenu qui sera calculé selon mes heures, etc. Eh bien, ça peut être compliqué pour certains, justement, des collègues parce qu'il y a des conditions pour y accéder. Donc, en fait, on va se positionner ou bien sur une période de 3 mois ou bien sur une période de 12 mois avant donc l'arrêt de travail. Et on va raisonner sur des cachets ou alors des heures de travail. Donc, si on se positionne sur 3 mois, il faut avoir fait 9 cachets donc avant l'interruption du travail, ou alors ça se traduit par 108 heures pour les artistes, 150 heures pour les techniciens. Et si on se positionne sur une durée de 12 mois avant donc la durée de travail, il faut avoir fait, avant l'interruption du travail, il faut avoir fait 36 cachets, ce qui se traduit par 432 heures environ pour les artistes et 600 heures pour les techniciens. Par la suite, allons-y voir un petit peu ce que ça donne. Ce dont on parlait un petit peu au début du webinaire, quand on discutait un petit peu de manière informelle entre nous, on parlait de la pension d'invalidité. On disait que voilà, pour certaines personnes, c'était en fait assez compliqué de l'avoir. Et bien sûr, il y a des conditions du type, il faut qu'il y ait une diminution de capacité. Hein. Il faut donc une capacité de travail de 2/3 environ. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y a donc 3 catégories, la 1, la 2 et la 3. Et en fait, ce qui va poser assez souvent problème, c'est qu'il faut avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois qui précèdent donc l'interruption du travail. Et donc, voilà, il y a des intermittents qui peuvent, des personnes relevant du régime d'intermittence qui peuvent ne pas avoir ces heures-là, malheureusement. Et bien sûr, il y a une autre condition qui est administrative en même temps financière. Il faut en fait avoir une rémunération égale au moins à 2030 fois le SMIC au cours toujours des 12 mois civils précédant l'interruption du travail. Donc, la pension d'invalidité, voilà, ça fait partie aussi de ces aides-là qui vont dépendre de vos revenus. C'est-à-dire que si, par exemple, vous reprenez une activité, et si quelqu'un reprend une activité alors qu'il a une pension d'invalidité, eh bien voilà, la pension d'invalidité, elle peut disparaître dès qu'il aura des revenus qui sont au moins, à un niveau au moins égal de la pension d'invalidité. Voilà un peu comment ça se présente pour la pension d'invalidité. Et puis, voilà, Sarah, elle vous a parlé un peu de la création de la GFIP, elle vous a parlé du fait qu'il y avait des aides. Une fois justement une fois que vous avez obtenu votre reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, vous pouvez, pour mettre en place ces aides, vous adresser vers un conseiller Cap Emploi ou alors il y a des aides qu'on peut en fait demander soi-même. Alors, ce qui est intéressant à voir, bien sûr, vous avez le site de la GFIP pour pouvoir avoir un aperçu sur les aides. Vous avez aussi un autre site qui est le site du gouvernement qui a été créé, donc, qui s'appelle Mon Parcours Handicap et qui reprend très bien en résumé ces aides-là pour pouvoir avoir assez rapidement un aperçu de ce qui peut vous intéresser ou pas selon en fait la problématique de chacun, bien sûr. Hein. Alors, il y a 2 types d'aides. Il y a donc les aides qui peuvent être destinées à la personne reconnue travailleur handicapé, les aides
destinées aux employeurs. Pour les aides destinées aux employeurs, on va pas mal en fait utiliser par expérience en fait l'aide plutôt pour le maintien dans l'emploi. Donc, c'est une aide qui va aussi concerner l'aide à l'adaptation des postes de travail. Et dans certains cas, il y a en fait la possibilité que notre action sociale, que l'action sociale audience, puisse venir en complément. Si par exemple, quelqu'un a besoin d'un fauteuil et d'un écran spécifique, je prends un exemple simple, il y a donc la possibilité de faire une... Ah, pardon, excusez-moi, je vous parle des aides destinées aux employeurs. J'avais en tête les aides destinées à la personne. Bon, on en reparlera de toute manière. Donc, si on reprend les aides destinées aux employeurs, il y a une aide qui va être faite en s'adressant en fait au conseiller Cap Emploi. Cap Emploi Samet, depuis qu'ils ont fusionné, bien sûr. Mais il y a aussi la possibilité de faire cette demande soi-même. En tant qu'employeur, je veux dire. Et donc là, on va voir les aides destinées à la personne. Et c'est dans ces cas-là, en fait, que notre action sociale pourra venir essentiellement en complément. Donc, nous, à travers l'action sociale, on va agir, en fait, pour la personne qui dépend d'audience. Et donc là, on va pas mal mobiliser les aides au déplacement et aussi une aide humaine ou technique. Et c'est là où, donc, en fait, où je prenais l'exemple de tout ce qui est fauteuil adapté plus écran adapté, par exemple. Et là-dessus, admettons que la GFIP, elle prend en charge une partie. Parfois, il peut y avoir un reste à charge et c'est là où on va inciter, en fait, la personne qui nous contacte à faire un dossier auprès de l'action sociale de manière à voir s'il est possible qu'il y ait une prise en charge. Alors, bon, la prise en charge, au niveau de l'action sociale, on verra un petit peu, mais bon, j'en profite pour vous en parler maintenant. Au niveau de notre action sociale, effectivement, les aides, bon, ce n'est jamais automatique, évidemment, quand on parle d'une aide sociale. Il faudra donc fournir des justificatifs, expliquer un petit peu au niveau des revenus, expliquer ce qui se passe et tout cela. Et en fait, ce sont en fait des dossiers qui vont passer en commission par la suite pour pouvoir en fait voir si on peut faire une aide. Donc voilà, ce n'est pas automatique, mais on fait un dossier et on essaie de voir qu'est-ce qui peut passer, bien évidemment. Donc ça, c'était pour l'action sociale donc d'audience. Il y a une aide également qui peut être faite à travers la prévoyance. Bon, comme tout ce qui est aide financière, ça sera toujours en fait sous condition. Donc, la première condition, c'est il faut que la personne qui contacte notre prévoyance, il faut qu'elle ait en fait des indemnités journalières. Donc, la prévoyance, éventuellement, elle peut venir à faire une indemnisation complémentaire en fait à ces indemnités journalières, mais il faut déjà qu'ils y soient. Et autre chose aussi importante, c'est on va commencer en fait à indemniser quand les conditions sont là toujours à partir de 3 mois d'arrêt maladie. Donc, on commence à partir du 91e jour environ pour les permanents et en fait, en fonction bien sûr aussi du contrat de prévoyance, surtout pour les permanents. Pour les intermittents, donc, c'est à partir de 3 mois d'arrêt maladie. Voilà un peu comment ça se présente au niveau des aides financières. Il est vrai que nous, on va toujours selon le cas, toujours selon la personne, toujours selon les besoins, mais quand même, c'est vrai qu'on va beaucoup aider par rapport à l'acquisition de l'allocation adulte handicapé parce qu'on va intervenir déjà à travers le dossier de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et puis, on va expliquer souvent lors des accompagnements les aides de la GFIP, voir un petit peu ce qui existe. Il y a pas mal d'aides qui peuvent être mobilisables. Après, voilà, encore faut-il que la personne ressente le besoin, qu'il y ait en fait une étude qui soit faite pour certaines de ces aides-là, notamment les aides techniques. Et après, pour l'action sociale, la prévoyance, effectivement, ça dépend toujours un peu des demandes. Parfois, on fait les liens, parfois, c'est les personnes elles-mêmes qui contactent pour pouvoir justement avoir un dossier, etc. Et comme elle vous a dit, Sarah, je reprends juste en 2 secondes en résumé, le fait qu'on travaille beaucoup avec Tali Santé, donc pour l'Île-de-France notamment.
On travaille beaucoup avec eux et donc il y a la possibilité qu'il y ait une aide par rapport à ce type de dossier qui puisse donc être envisagé à travers l'assistante sociale de Thalie Santé. Hein. Voilà, ça je voulais le rappeler parce que c'est quand même très très important. Parfois quand on se retrouve, on est confronté à une maladie, c'est vrai qu'on peut être dans un état aussi un peu particulier qui fait que, eh bien, tout simplement, on a besoin d'une aide plus adaptée, plus soutenue. Voilà un peu pour les aides. Est-ce qu'il y a des questions sur les aides ou des précisions ou des observations? Peu importe. Moi, j'ai une question. C'est par rapport à l'allocation adulte handicapé, est-ce que ça, c'est soumis un peu comme la pension d'invalidité de la Sécu, aux mêmes conditions d'heures de travail sur les 12 derniers mois, etc., ou ça n'a pas de rapport? Non. Non. Donc, il y a le premier critère donc, qui est le taux d'incapacité. Donc, voilà, qui vous sera signifié hein, sur la RQTH. Vous pouvez donc le voir sur le document RQTH. Ça, c'est le premier critère, c'est le 80%. Le deuxième critère, c'est le revenu. C'est-à-dire que parfois, ce qui peut se passer, c'est que la MDPH dit oui, on vous attribue l'allocation adulte handicapé. Et par la suite, il y a en fait, on va vous demander de déclarer vos revenus. Et c'est la CAF qui attribue ou pas en définitive l'allocation adulte handicapé. Donc, c'est là où on dit que selon le revenu, même si vous avez parfois les 80% de handicap, pour le dire ainsi, eh bien, vous pouvez ne pas avoir la pension d'invalidité, même si on vous signifie que vous avez droit. Après, ça peut être intéressant de faire la démarche quand même, parce que, admettons, il y a, par exemple, je prends un exemple comme ça, hein, libre, après on va voir pour la situation de chacun. Admettons, pendant 3 mois, vous travaillez, vous avez des revenus, etc. Voilà, donc, ou vous aviez des revenus avant et vous les déclarez, etc. Donc là, vous n'allez pas, par exemple, avoir droit à l'allocation adulte handicapé. Par contre, c'est une demande qu'on va quand même faire parce que, par exemple, quand il n'y a pas, quand ce n'est pas très sûr, est-ce que je vais avoir de l'activité après ou alors aussi je sais carrément que je vais avoir des opérations, que je vais avoir des... Voilà, là, ça sera le moment, par exemple, on peut faire la demande d'allocation adulte handicapé parce qu'on sait que dans 6 mois ou dans 9 mois, eh bien, on peut se trouver sans revenu. Donc là, ça peut être intéressant. Est-ce que j'aurais une remarque Est-ce que j'ai répondu à la question déjà? Oui, oui. Et aussi, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Du coup, il se base sur les revenus déclarés aux impôts ou c'est une déclaration plus récente? Parce que par exemple, si on n'a plus de revenus dans les mois qui précèdent immédiatement la demande, est-ce qu'il se base là-dessus ou est-ce qu'il se base sur la dernière déclaration d'impôt qui peut être pas forcément représenter la situation quoi, actuelle? À ma connaissance, il se base sur les derniers revenus parce qu'en fait, c'est un peu comme pour le RSA, par exemple. Ils vont prendre en fait sur les 3, ils raisonnent beaucoup par tranche de 3 mois en fait. D'accord. Après, je ne saurais pas vous dire avec exactitude tous les documents qu'ils vont vous demander, mais ils vont essayer quand même, il y a cet effort qui est fait de prendre en fait en compte des choses qui sont assez récentes en fait. Hein. Parce que voilà, c'est pas parce que vous aviez des revenus il y a un an, votre état de santé il se dégrade maintenant, admettons. Et donc, voilà, il y a ce type de raisonnement en principe. En fait, peut-être pour repréciser les choses, en effet, ils vont se baser sur votre dernier avis d'imposition, mais ça fonctionne vraiment, par exemple, comme le RSA. Il y a une déclaration trimestrielle qui est faite pour justement mettre à jour vos revenus. Et le grand changement là qu'il y a eu dans le cadre de la réforme, ça, j'en ai pas parlé. Il y a eu deux changements hein, par rapport à la MDPH, c'est que jusqu'à présent, le statut de travailleur handicapé, il était toujours attribué pour une certaine durée, en moyenne 5 ans. Et du coup, il y avait des personnes avec des handicaps jugés irréversibles qui devaient, c'était un peu aberrant de redevoir justifier tous les 5 ans de la situation de santé. Donc, dans le cadre de la réforme de 2020, maintenant, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut être attribuée à vie en fonction des pathologies. Et le deuxième changement, là, qui est un décret assez récent, c'est que jusqu'à présent, dans le cadre de l'AH, l'allocation adulte handicapé, on prenait en compte les revenus du couple, du foyer. Maintenant, il y a une Bon, vous avez compris? Désolidarisation. C'est dur à dire, hein, désolidarisation, voilà.
des revenus et on prend en compte uniquement vos revenus à vous. Parce que du coup, il y avait des personnes dont le conjoint ou la conjointe avait des revenus et du coup, ils avaient des droits ouverts auprès de la MDPH pour avoir l'allocation, mais du fait de revenus du conjoint ou de la conjointe, ils ne pouvaient pas en bénéficier. Donc là, maintenant, on prend en compte uniquement vos revenus. Donc, en effet, dernier avis d'imposition, mais avec un recalcul tous les 3 mois. Pour la déconjugalisation, je crois que ça va Oui. être effectivement mis en place seulement à partir d'octobre 2023. Oui, c'est très récent. C'est un décret, exactement. C'est un décret qui est très récent. Après, ce qui est vraiment important d'intégrer, c'est que, en gros, voilà, il y a 2 dispositifs. Il y a les aides de la MDPH, donc notamment l'allocation adulte handicapé, et il y a les aides de la sécurité sociale, notamment la pension d'invalidité, qui sont quand même évaluées de façon différente. L'allocation adulte handicapé, elle est vraiment en lien avec l'activité professionnelle. C'est-à-dire que si la MDPH juge qu'au vu de votre situation de santé, ça peut être compliqué pendant un certain temps parce qu'il y a des soins, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous médicaux, parce que c'est le début de la pathologie, que ça peut être peut-être compliqué de reprendre une activité. Elle peut décider de vous verser, en tout cas de vous ouvrir des droits au niveau de cette allocation et ensuite vous pourrez vous pourrez la percevoir en fonction de vos revenus. La pension d'invalidité, donc il y a 3 catégories, première, deuxième, troisième. Là, c'est aussi au niveau de l'activité professionnelle, mais c'est aussi les conséquences de votre état de santé au niveau aussi de votre vie quotidienne. C'est beaucoup plus large, en fait. Et alors, ce qui est très important aussi de vous dire, c'est que le fait de percevoir une allocation de la MDPH et ou une pension d'invalidité ne vous empêche pas du tout de travailler. C'est vraiment avoir un revenu de soutien pour les périodes où vous ne pouvez pas travailler. Et à partir du moment où la situation médicale et professionnelle est stabilisée, que vous pouvez reprendre l'activité, que vous avez un niveau de revenu, ça c'est plus par rapport à l'invalidité équivalent en fait à vos revenus avant la période d'arrêt maladie, en tout cas avant l'apparition des problématiques de santé, ces dispositifs peuvent être suspendus. Ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Ce n'est pas parce que vous enclenchez ces démarches que vous ne pourrez pas retravailler. Oui, merci d'avoir appelé parce que c'est vrai que parmi les questions qu'on a les plus souvent, la première, c'est celle dont tu as parlé, Sarah, qui dit: «Est-ce que mon employeur saura que je suis reconnu travailleur handicapé?» J'ai vraiment peur de faire les démarches pour cette raison-là. La deuxième raison de peur, c'est: est-ce que je vais toujours pouvoir avoir une activité? Donc voilà. J'aurais eu une petite précision sur ce point-là. Excuse-moi, Alexandra, je te redonne la parole après, mais il y a des effets enfin, il faut être vigilant avec l'articulation avec les droits à l'assurance chômage. Parce que pour avoir ces heures, on le sait, hein, il faut faire 507 heures pour les intermittents du spectacle. Ce qui peut arriver, c'est que en travaillant, on peut travailler et ça ramène l'AH à 0. C'est-à-dire, on a trop travaillé pour percevoir l'allocation adulte handicapé, mais on ne justifie pas des 507 heures pour ouvrir des droits à l'assurance chômage. Donc il y a une petite bascule là qu'il faut être vachement vigilant pour pas se retrouver dans cet angle mort là qui peut être assez dramatique, quoi. En fait, l'allocation, elle est suspendue à partir du moment où les revenus sont supérieurs au montant de l'allocation. Donc, en effet, il y a des personnes qui n'ont pas forcément leurs 507 heures, ils ne sont pas forcément indemnisés par Pôle emploi, mais s'ils ont plus, c'est 950 € en EMA, les derniers chiffres. S'ils ont plus que 950 €, et puis ça, c'était aussi pas mal le cas quand on prenait en compte les revenus du conjoint. Là, c'est vrai que le fait qu'on prenne en compte uniquement les revenus de la personne qui a fait la demande, c'est plus juste. D'accord. Et j'ai encore une question, c'est que donc là, toutes ces aides, c'est des aides qu'on peut mobiliser une fois qu'on a eu la reconnaissance, RQTH ou invalidité, et cetera. Est-ce qu'il y a des aides qu'on peut mobiliser, avant ça, vu que le temps de traitement du dossier est quand même long? De quel type? Alors nous, tous les accompagnements, voilà, vous pouvez, même si vous n'avez pas encore la reconnaissance, de quel type d'aide vous auriez besoin? De quel type d'aide vous auriez besoin? Par exemple, les aides de l'action sociale d'audience, à partir du moment où il y a une situation de santé fragile, bien sûr, on appelle ça un accident de vie, qui a généré votre situation financière actuelle, bien sûr, vous pouvez déjà nous solliciter. D'accord.
Donc ça, c'est pas audience prévoyance, c'est Non, c'est l'action sociale. C'est le c'était service d'action sociale. où il fallait faire un dossier, vraiment, c'était au cas par cas, quoi. Oui, exactement. C'est ça. OK. Après, les dispositifs d'accompagnement professionnel type bilan de compétences, ça, c'est au travers de votre compte CPF. Ça, vous n'avez pas besoin d'avoir le statut de travailleur handicapé. Par contre, à partir du moment, ça c'est important, on ne l'a pas dit, mais il y a beaucoup de choses à dire. À partir du moment où vous aurez le statut de travailleur handicapé, il faut l'indiquer sur votre CPF parce que ça va majorer votre compte en fait. Parce que c'est 500 € D'accord. voilà, c'est 500 € par an et c'est majoré à 800 € par an pour les titulaires du statut de travailleur handicapé. Donc D'accord. ça augmente Et votre compte. enfin, bon, je mobilise un peu la parole, désolée, mais Non, pas de souci. pour le CPF, donc ça, c'est ce qui donnait droit, il me semble, tous les 2 ans à faire une formation avec Pôle emploi ou c'est autre chose? Alors Je suis un peu je non, connais rien. alors le CPF, le compte personnel de formation, a remplacé vos anciens droits DIF, les droits individuels à la formation, qui étaient pilotés par l'AFDAS. Là, maintenant, vous ouvrez votre compte CPF, vous allez, enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais vous verrez, donc les droits DIF, c'était des heures. Là, c'est monétisé. Oui. Donc, vous allez voir une somme et vous êtes totalement autonome sur la mise en place de ce CPF. C'est-à-dire que si vous voulez un bilan de compétences, après, voilà, je pense que ce sera important, enfin, si vous le souhaitez, hein, que vous preniez rendez-vous suite à ça Oui. pour qu'on voilà, on creuse un peu les choses, mais le bilan de compétences, voilà, il est financé sur le CPF. Donc vous pouvez choisir le cabinet. C'est important, voilà, de contacter, au moins 2-3 organismes de bilan de compétences avant de vous décider et donc et après, si après le bilan de compétences, il vous reste une somme sur votre CPF, vous pouvez voilà, il n'y a pas de délai en fait, hein, pour enclencher des formations, mais sachant, ça c'est important aussi de le savoir, c'est que s'il y a un projet par exemple, de reconversion professionnelle avec un besoin de financement de formation, avant c'était l'AFDAS qui gérait les reconversions Mmh. pour les professionnels du secteur. Maintenant, ça a été transféré à une association qui s'appelle Association de transition professionnelle. Et pour avoir accès voilà, au financement, en général, il faut que la formation soit éligible par rapport au CPF parce que vous verrez sur le site du CPF, il y a toute une liste de formations éligibles. D'accord. Si vous voulez, voilà, il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut voir au niveau de votre situation de santé, ce qui est possible ou pas. Est-ce que vous avez besoin voilà, d'un accompagnement spécifique pour élaborer votre projet professionnel et à quel niveau? Parce que le bilan de compétences est très approfondi. L'appui conseil intermittent aussi, mais c'est plutôt si vous envisagez quand même rester dans le secteur de la culture. Si vous avez déjà un projet, ça peut être déjà le fonds de professionnalisation. Voilà, il y a peut-être plusieurs étapes. Donc ça, c'est le volet professionnel. Ensuite, pour le volet financier, voir déjà voilà, un peu les démarches que vous avez enclenchées et les démarches qui resteraient aussi à mettre en place. Du coup, si Et je et pardon. aussi, je ne sais pas si non, c'est juste pour compléter, mais pas forcément dans le sens des informations que Sarah vous a données. C'est tout simplement pour vous dire, je ne sais pas si vous étiez là au début, on peut prendre aussi un rendez-vous. Comme ça, on regarde la situation de près, on vous informe. Mmh. Il n'y a aucun problème. Oui, D'accord? d'accord. Oui. Pardon, je vous ai interrompu peut-être, non? Non, c'était juste par rapport à ce que disait, madame Minsky sur, le CPF. Du coup, si je comprends bien, pour, tout ce qui va être formation et cetera, ce qui pouvait auparavant passer par Pôle emploi, maintenant, il faut regarder directement sur son compte CPF ou c'est 2 choses différentes? Je suis C'est désolée, je deux suis choses, complètement ouais, perdue. c'est deux choses différentes. Le CPF, c'est les anciens droits DIF. Donc ça, c'était ce qui passait par l'AFDAS, les formations très courtes ou les bilans de compétences ou vraiment un peu des perfectionnements linguistiques ou informatiques, etc. Oui, Là, après, voilà, vous verrez en fonction de ce qui va être dit dans le cadre de l'entretien que vous aurez avec l'une de nous. oui. Si vous avez besoin voilà, d'un accompagnement plus ou moins approfondi, en effet, si c'est un bilan de compétences, il faut passer par votre CPF. Ensuite, s'il y a un besoin de financement, ça va dépendre de si c'est une formation qui reste dans le secteur de la culture, c'est toujours l'AFDAS, mais avec certains critères. Il faut quand même justifier d'un certain nombre d'heures d'activité sur les dernières années, alors qui sont différentes en fonction de votre secteur d'activité, technicien, artiste, même voilà, technicien audiovisuel, ce n'est pas les mêmes conditions que les techniciens spectacle vivant. Et si vous avez besoin d'un financement sur un projet de reconversion, là, ça serait Transition Pro et éventuellement en lien avec la GFIP si Mmh. entre-temps vous avez le statut de travailleur handicapé. Et éventuellement, alors ça, on ne vous l'a pas dit, dans le cadre de l'action sociale, on peut aussi, à titre exceptionnel, cofinancer des formations
Si vous avez un primo-financeur, alors oui, par rapport à Pôle emploi, Pôle emploi aussi peuvent, à titre exceptionnel, intervenir sur du cofinancement de formation. Donc nous, pareil, c'est une étude globale de votre situation, et c'est si, justement, après tous les dispositifs de droit commun mobilisés, donc ça serait notamment, dans un premier temps, l'AFDAS, après, voilà, éventuellement Transition Pro, Pôle emploi, l'AGFIP. Et s'il vous reste un reste à charge important qui peut déstabiliser votre situation financière, à ce moment-là, vous pouvez mobiliser l'action sociale. Nous, si vous voulez, c'est toujours en dernier recours quand vous avez mobilisé les dispositifs de droit commun. Je rebondis aussi, vous avez dit que là, vous allez bientôt être en fin de droit, que vous êtes en train de faire le dossier auprès de la MDPH. Donc, bien sûr, vous pouvez solliciter l'action sociale d'audience s'il y a déjà des difficultés financières, mais il faudrait éventuellement, s'il n'y a pas plus du tout de revenus, faire une demande de RSA. Oui, après le RSA, c'est encore conjugalisé, il me semble. Oui, Donc, oui, si vous êtes en couple, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, ouais. Voilà, nous, on interviendra toujours quand vous avez mis en place les dispositifs de droit commun. OK? D'accord. Et les droits AFDAF, on ne les perd pas quand on perd ses indemnités, c'est quelque chose qui est acquis ou Alors, c'est bien? quelque chose qui est acquis, mais il faut quand même, ce que je vous disais, justifier d'un certain nombre de cachets sur les dernières années. Donc, n'hésitez pas à contacter l'AFDAS. Ils sont disponibles assez D'accord, facilement par téléphone. Comme ça, parce que là, vous nous avez indiqué que vous n'avez pas travaillé depuis un certain temps. Donc, oui, vérifiez jusqu'à quand vous avez vos droits ouverts auprès de l'AFDAS. Ça, c'est important. d'accord. C'est pas, si vous voulez, Merci c'est pas le beaucoup. fait de perdre votre régime Oui, d'indemnisation. oui, je comprends, c'est la période de référence qui va glisser. Exactement, exactement. Et sachant qu'après, par exemple, s'il y a vraiment un projet de reconversion, donc maintenant c'est Transition Pro qui a récupéré la gestion de ces fonds-là. Le fait que vous ayez le statut de travailleur handicapé, parce que pareil, Transition Pro, ils ont aussi des critères d'éligibilité qui sont les mêmes que ceux de l'AFDAS, en gros, pour faire simple. Mais le fait que vous ayez le statut de travailleur handicapé, ça élimine, ça gomme ces critères d'éligibilité auprès de Transition Pro. Donc c'est vraiment important que vous D'accord, enclenchiez la démarche auprès de la MDPH. Ça peut vous ouvrir vraiment des portes à d'accord, différents niveaux et notamment sur les questions de formation. OK. On a, nous, Merci. des élus qui siègent en Île-de-France à Transition Pro. Ouais, parce Donc qu'il y a après, il ne faut pas hésiter à solliciter aussi la CGT sur s'il y a un Oui, dossier qui passe, on le soutiendra, quoi. Ouais. j'ai parlé hier à un monsieur, Cédric Pourageau, quelque chose comme ça. Ah oui, du SPIAC, oui. Ouais, Oui, oui, ouais. d'accord. Bah oui, mais il faut lui demander de faire remonter à la fédération, et à moi en particulier. Voilà. Ou vous m'envoyez les infos aussi, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que par rapport à Transition Pro, justement, hier, on était en réunion avec eux parce qu'on constate que pour certains artistes et techniciens du spectacle, quand les reconversions passaient par l'AFDAS, c'était beaucoup plus simple parce qu'ils connaissaient, on pouvait faire des dérogations, etc. Donc là, on a un contact, alors plus c'est des délégations régionales à Transition Pro, mais on a un contact qui a l'air très intéressant sur Paris et de France. Donc c'est vrai que le fait qu'on vous accompagne aussi, ça permet aussi, je vous ai parlé du réseau de partenaires. En fait, c'est pas juste un réseau de partenaires comme ça, c'est qu'on a vraiment mis en place une plateforme de conseil et d'orientation avec des acteurs clés de chacune de ces structures-là. Donc, en cas de besoin, on peut activer un contact à Pôle emploi, un contact, du coup, là, on a Transition Pro, éventuellement un contact à Transition Pro, un contact à l'AFDAS, justement à Tali Santé, etc. Est-ce que quelqu'un souhaite un rendez-vous individuel, du coup? C'est par ça sera par téléphone, hein. Ben, moi forcément, mais après les autres. Comment vous voulez procéder, Sarah, là, pour Emma, là-dessus? Il y a qu'une demande de rendez-vous ou il y en a plusieurs? Moi, dans l'immédiat, j'ai pas un besoin, voilà, c'était vraiment à titre d'information, mais je retiens qu'en tout cas, la première chose à faire, si on est confronté, à la situation, c'est de vous appeler. Tout à fait, tout à fait. Merci en tout cas pour cette présentation, même s'il y a beaucoup d'infos, ça donne Il vraiment y a une beaucoup bonne d'infos. vue. Alors, de toute façon, on a conscience qu'il y a beaucoup d'infos. Ouais. On essaie vraiment de simplifier au maximum. On vous envoie le support. Du coup, n'hésitez pas s'il y a la moindre question. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt en charge maintenant de l'accompagnement des employeurs, des entreprises, et Emma plutôt en charge de l'accompagnement des salariés.
Le mieux, c'est de retenir vos noms et d'essayer de vous demander directement, du coup. Alors, vous avez nos mails directs hein, sur le support. Hein. Normalement, on les a mis. Ah, super. N'hésitez à la pas. à dernière limite, page. Vous nous écrivez à toutes les deux, voilà. Puis on répartira en fonction de la demande. D'accord. Là, je ne l'ai pas, mais on va le recevoir, c'est ça? Oui. Le support. Si vous voulez aussi, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous intéresser, je peux également vous faire parvenir le flyer de la mission handicap. Si vous souhaitez le mettre à disposition, je le joindrai dans le... Je vais me le noter. Donc, je vous envoie le support plus le flyer de la mission. Comme ça, vous pouvez aussi le diffuser aux personnes présentes. Guylaine, je veux bien que vous redonniez votre adresse mail parce je regarde dans le tableau que j'ai reçu et je ne l'ai pas. C'est mise dans la description, dans le chat. Ah, si, g.charmetan, d'accord. Ok, ouais. Si, c'est bon, c'est bon. Emma, tu vois pour le rendez-vous du coup? Oui, bien sûr. Alors, la question, c'est comment je peux avoir vos coordonnées, Alexandra, en fait, hein, parce qu'on peut. Est-ce que vous seriez disponible là pour tout simplement pouvoir échanger? Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, je peux vous donner ma ligne directe. On peut faire comme ça on ne communique pas votre numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Je vous donne ma ligne directe qu'on va mettre un peu qu'on a mis dans tous les supports, etc. Vous avez de quoi écrire? Je la mets aussi dans le chat. Hein. Oui, je note. Donc, les 01 73 01 73 17 17 30. Ah oui, 30 98. Exact. Donc, si vous voulez de conseils déconnectés, mais tout simplement, en fait, vous pouvez m'appeler. Je vous appelle juste après. Oui, voilà, on fait comme ça en toute simplicité. Hein. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Je vous dis à tout de suite dès qu'on est déconnecté. Hein. Oui. Merci beaucoup en tous les cas, Emma et Sarah, et puis à vous tous d'être présents pour cette webconférence. Puis on la refera de toute façon, je pense, l'année prochaine. Peut-être avant, je ne sais pas, on va voir. Voilà. Ok, à bientôt. Et du coup, on vous fait parvenir le support et puis le flyer de la mission. Ouais, très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Et à tout de suite pour Alexandra. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir.